Dans la foulée de la retraite de Marc-André Fleury, il était de bon ton et de très pertinent de rappeler à quel point c'était tout un joueur de tours et d'y aller avec des récits, des meilleurs tours pendables qu'il a joué à ses coéquipiers. Puis c'est comme ça me faisait penser à Guy Lapointe. Il y a comme toute une tradition de jouage de tours au hockey professionnel. Est-ce que c'est encore... est-ce qu'il y a juste Marc-André Fleury qui fait ça? Ou, Marc Bergevin avait la réputation d'être tout un joueur de tour. Oui, mais ça, il se cachait derrière l'arbre, derrière la plante, et pour faire peur aux relationnistes. À Dominique Saillant. À l'époque, oui, c'est vrai qu'il avait fait peur à Dom Saillant. Puis pas à Paul Wilson aussi. Peut-être. Il me semble que c'était ça. Wilson, c'était sa victime préférée. Ça se peut. Ils ont travaillé peut-être 2-3 ans ensemble, mais il a été quand même longtemps avec sous l'ère de Donald Beauchamp et Dominique Saillant. Mais Marc était épouvantable. Marc, il se cachait dans les poches de hockey, mettons, de ses collègues puis pour faire irruption comme ça. Puis il y en a qui ont trouvé ça semi-drôle. Là. Des fois, je pense. C'est pas toujours... C'est toujours... Mais tu vois... Je suis content que tu dises ça parce que c'est quand que c'est drôle, ces affaires-là. Ouais, parce que ça, c'est drôle, mais il y a beaucoup d'histoires aussi où on a coupé les lacets de ses patins, puis t'es comme, hein? Là, t'arrives le matin, puis t'es juste pas de bonne humeur. Couper le fil de ma souris. Ouais, c'est ça, exact. Mais Marc Bergevin, c'est ça, avait déjà négocié un de ses contrats avec le prof Caron, qui était directeur général à Saint-Louis. Et il se retrouve, si ma mémoire est bonne, ils sont à Los Angeles. Marc est avec son agent, qui est Pat Brisson, si ma mémoire est bonne. Ils sont sur une terrasse et à côté d'eux, il y a comme des vases ou des pots de terre géants, là, puis il y a une espèce de lichen dedans où il y a de la végétation. Genre de mousse. Et puis là, le prof Caron parle puis il explique ce qu'il veut faire la saison prochaine et tout ça. Puis là, ils sont en train de négocier le contrat de Marc Bergevin. C'est une conversation assez sérieuse, là. Et Marc s'enfouit du lichen ou de l'herbe dans les oreilles. Puis là, ça dépasse de chaque côté. Il y a vraiment il a l'air d'un clown. Hein? Et le prof Caron est tellement absorbé par ce qu'il est en train de dire. Il continue à parler, puis il voit pas. Il voit pas que son interlocuteur a les oreilles remplies de végétation. Mais c'est ça. C'est le genre de Marc Bergevin. Je l'aurais pas embauché, moi. Je l'aurais dit non. Tu comprends pas, là. Pas ça. Non, mais enfin, parce qu'on est le 1er avril, puis c'est la journée du jouage de tours, puis moi, j'aime pas ça. Fait que je voulais le dire. Puis je me demandais jusqu'à quel point c'est encore... Tu fais pas ça avec tes enfants? Pas vrai. Quoi, mettons? L'année dernière, moi, un classique, là... J'ai mis du saran wrap sur la toilette. Non, je m'en allais... c'est toi qui vas le ramasser. Bon point. Pas brillant. Non, c'est à l'inverse. Je m'en allais au morning skate, comme on dit. Le patin matin. Au patin matin. Et puis, entre l'entraînement matinal et le match, je suis revenu chez moi pour me rendre compte que mon fils m'avait collé un poisson dans le dos depuis le début de la matinée, puis je l'ai comme enlevé à 1h de l'après-midi. Mais ça, c'est absolument charmant délectable, et adorable. Un gros poisson, ouais. Donc, ça a été long avant. Je suis assez... je peux me faire avoir, moi, dans ces affaires-là. Je peux être poisson un peu, justement. Non, j'ai pas été victime non plus. Mais tu vois, j'en parlais avec mes enfants sur le chemin de l'école, puis je sais pas jusqu'à quel point c'est encore une grosse affaire. Ouais. Effectivement. Ou peut-être, ça dépend peut-être des écoles aussi. Nous, c'était quand même important. C'était une grosse affaire. Ouais. Il y avait des poissons. D'habitude. Mais dans les médias, il y a toujours des petites nouvelles farfelues qui sortent là, c'est ça. Le 1er avril. Puis, on a hâte. La journée commence, là. On a hâte. Ouais. D'accord. Bon. Mais je voulais... C'est ça. Que j'envoie pas couper le fil de ma souris. J'ai encore une souris avec un fil. Oui. Donc, ça, en tout cas. OK. Aujourd'hui, dans les rounds de championnat, Lane Hudson est bon. Comme ça, c'est dit. C'est fait. On est débarrassé. On peut parler d'autres choses. Et ils ont les droits. Et pour pas cher. C'est tellement OK. Épisode 393. Retour, l'enfant prodigue. On a eu cette conversation-là. Hein? Prodige, c'est quoi la différence? Regarde, c'est du réchauffé. Je n'étais pas absent si longtemps. Là. Non, mais nous autres, on s'ennuie. Fait que donc, c'est le fun à savoir. Effectivement. Moi aussi, je me suis ennuyé. Il
Bon, là, tu commences bien mal. Mais non, mais là, laisse-moi vous saluer. Là. Il est votre journaliste affecté aux affaires du hockey, Alexandre Gascon. Salut, Alex. Bonjour, messieurs. Bonjour, Alexandre. Et il est votre chroniqueur principal au service des sports, Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Alexandre Coupal. Le match le plus important de l'histoire du hockey. Bon, je pense qu'on va le mettre à chaque épisode maintenant. Hein? Le match le plus important, parce que c'est ça que c'est. Ça va être ça, là, à chaque match. J'ai volé ta formule, Martin, les rondes de championnat. Oui. Est-ce qu'on prend 2 secondes? Je trouve que c'est une belle expression à la boxe. Ouais. Quand les boxeurs arrivent au 11e, 12e round, là, les entraîneurs dans le coin disent là, ce sont les rounds de championnat. Si tu es en avance, il faut que tu sois assez intelligent pour bien gérer le risque et pas te faire envoyer au plancher. Et si le pointage est serré, ben c'est le temps d'impressionner les juges. Tu avais adapté ta formule dans un de nos derniers matchs couverts ensemble en parlant des minutes de championnat. Des minutes de championnat. OK. Ouais. Mais c'est ça, on va progresser vers ça. Il y aura des secondes de championnat aussi, éventuellement. Alors, dans le coin du Canadien, qu'est-ce qu'il dit, le coach? Qu'est-ce qu'il dit? Je reprends ta formule. Là. Est-ce qu'il faut qu'il protège l'avance? Est-ce qu'il faut qu'il sorte le grand jeu? Et dans le coin du Canadien, je pense que l'entraîneur dit là, les 2 derniers rounds n'ont pas été à notre goût. Là, c'est le temps. C'est ça, hein? Là, il faut se réveiller puis il faut finir fort. Tu es encore en avance sur les cartes de pointage, de justesse, mais là, il faut absolument finir fort. Et voilà, ben merci Cette d'avoir été là. analogie C'est n'arrête ça. pas d'être à propos. Et c'est cercle complet. Oui. Alors, c'est fini. C'est fini. Merci d'avoir été là. Puis, on se retrouve vendredi. Ben oui, puis le Canadien qui a à peine sorti la tête hors de l'eau, là, c'était un voyage qui s'annonçait catastrophique un peu. C'est un peu... Qu'il l'a été pas loin de... La seule raison pour laquelle il ne l'a pas été, c'est parce que les autres en arrachent tout autant. Là. C'est vraiment pas... c'est pas un sprint vers la fin dans l'Est. Non. Je voyais un meme de la course aux séries dans l'Est, c'est comme 6, 7, 8 enfants d'école primaire qui sont sur une glace puis qui tombent tous sur le derrière puis il n'y a personne qui est capable d'avancer. Là. Ouais. Ça ressemble un peu à ça. Ça ressemble beaucoup à ça. Une bonne vieille course au Centre Bell, là, comme tu les affectionnes tant, Martin. Là, en vélo, en tricycle. Ouais, ou les grosses bulles. Là. Oui. Oui, entre les périodes, tout ça. Là. Ça, c'est bon, ça. Puis ça, Martin aime beaucoup ça. Je trouve que c'est à la hauteur de la Mecque du hockey. Exact, hein? la franchise de la Mecque du hockey, de cet amphithéâtre sacré. Exact. Ça Le colle temple, bien. c'est un temple. Exactement. Ou quand ils contournent les cônes, puis tout ça, c'est bon aussi. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Et c'est une chance pour le Canadien parce qu'il risque de... L'équipe qui va se qualifier avec le dernier laissez-passer pourrait bien être la pire de l'ère du plafond salarial là, en termes de statistiques, là, de points. Donc, c'est possible, c'est toujours possible. Et tant mieux qu'ils en profitent parce que le CH est en train de retomber dans ses mauvaises habitudes. Là. Oui. Vraiment. Mais j'étais impressionné quand même dans le dernier match. C'est ça, faire la transition d'être très mauvais en défense pendant plusieurs matchs et d'être capable de recoller les morceaux à la volée sans avoir vraiment de séance d'entraînement ou d'avoir quelques jours collés. C'est la recette du succès du Canadien. Ben, écoute, je lève mon chapeau. En plus, c'est une jeune équipe. Habituellement, ça fonctionne, c'est une transition. Là. Ça va très mal en défense, on essaie de réparer, puis là, on retrouve le zénith, puis on repart sur une bonne lancée. Et ils ont été capables de resserrer le jeu en Caroline contre une équipe qui leur cause des problèmes. Ils n'ont pas remporté le match, mais il y avait une amélioration. Et contre les Panthers de la Floride, sur la patinoire des champions de la Coupe Stanley, ils ont retrouvé leur repère. Alors, mais là, il va falloir voir. On va voir mardi au Centre Bell, est-ce que c'était un accident de parcours ou est-ce qu'ils sont retombés solidement sur leurs pieds et qu'ils vont être capables de faire les 11e et 12e rounds debout. Comme il le faut, debout. Ouais. Oui, vas-y. Parce que il y avait beaucoup de similitudes entre la glissade récente du Canadien, les 6 défaites de suite, et ce qu'on avait vu quand ils s'étaient enfin placés dans une position de série éliminatoire à la fin janvier. Puis soudainement, ils se sont effondrés. Mais on le voyait venir depuis quelques matchs. Là. Ils étaient toujours en train de combler l'écart. Oui. Mais ça s'est passé de la même façon. C'est exactement la même chose. Dans la victoire contre les Sénateurs, c'est ça. Après, arrache un point aux Islanders à l'Avalanche. Tu as 4 points sur une possibilité de 6. C'est magnifique, mais tu aurais pu te retrouver avec 0 là-dessus aussi. Alors, on sentait vraiment ce même modus operandi-là revenir.
jusqu'au voyage récent de 4 matchs. Puis là, on encaisse défaite sur défaite, puis des pas jolis. Et tranquillement, ils étaient en train de se sortir du portrait. Alors, c'est quand même 6 défaites de suite là, qu'ils ont encaissées, n'est-ce pas? 5 défaites de suite. Alors, la glissade a été moins longue que la dernière fois. Ils l'ont stoppé. C'était 8-9 là, avant la pause des 4 nations. Ils l'ont stoppé, mais la dernière fois que ça s'est produit, on a eu besoin d'un repos, d'une pause pour se relancer, recharger les batteries. Là, il leur reste 9 matchs. 9 matchs en 16 jours, c'est énorme comme cadence. Il y a 2 dos, ce qu'on appelle des dos à dos là-dedans. Et puis, on joue aux 2 jours là, avec régularité. Ça va être assez intense, même si le calendrier leur est relativement favorable dans la mesure où il y a 6 matchs sur 9 à domicile, que si vous regardez sur certains sites là, où on évalue la force de l'adversaire d'ici la fin de la saison, le Canadien est bien placé. Là. Ils ont une position plutôt favorable comparé à d'autres pour qui c'est beaucoup plus compliqué, comme les Red Wings, par exemple, ou même les Rangers, il me semble. Donc, ils sont encore en bonne position. Ils ont encore leur destin entre les mains, mais à peine. Ouais. Ce qui est plus encourageant, je trouve, présentement, par rapport à la descente aux enfers du mois de février, là, avant la pause des 4 nations, c'est que là, les bons joueurs du Canadien n'ont pas l'air à bout d'énergie, n'ont pas... souvenez-vous, là, c'est vrai. Lane Hudson, à la mi-février, il avait presque la peau, on dit, la peau grise. Là, il avait l'air... C'était absolument compréhensible. Et ouais, on se disait, il a frappé le mur. Mais là, même dans cette séquence-là, où le Canadien a moins eu de succès, Hudson était un de ceux qui tirait la charrette. Là, il jouait avec beaucoup d'énergie. Nick Suzuki fonctionne depuis la pause des 4 nations au rythme d'un marqueur de 120 points. C'est quand même pas rien. Alors, tu sais, Caulfield fonctionne, Slavkovski. Donc, tu sais, le premier trio va bien. Lane Hudson va bien. Quand l'équipe joue correctement en défensive, les gardiens font le travail. Montembeault va bien. Alors, il faut que tout le monde collabore pour que le jeu... L'essentiel, c'est que le jeu défensif soit suffisamment resserré pour permettre à l'attaque, qui ne génère pas tant que ça, là, d'aller chercher des matchs. Mais je reviens sur un thème qu'on a abordé la semaine passée. On parlait des montagnes russes. Vous venez de dire qu'on avait vu venir la séquence de défaite du mois de février. On la voyait venir. Le Canadien ne perdait pas, mais ça perdait mal. Il s'est passé la même affaire là. Mais oui, ils ont gagné dimanche, mais c'est vrai que contre les Hurricanes, il y avait aussi des signes là, que les choses se replaçaient. Et ça a été ça toute l'année. Ça a été ça toute l'année. Là. Ouais. Est-ce que... Mais là la question, c'est est-ce qu'ils sont sur une pente ascendante pour vrai? C'est ça. Est-ce qu'ils peuvent terminer en force? C'est ça. L'idée, c'est de raccourcir ces mais c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Là, jusqu'à présent, c'est le cas. Bien, c'est ce qui est arrivé. S'ils perdent les 4 prochaines, on va dire ils en ont perdu 9 en 10. Là. Mais donc, c'est ce qui semble se produire actuellement. Et puis, c'était l'essence du message de Martin Saint-Louis la dernière fois que c'est arrivé. Puis, il en a reparlé il n'y a pas si longtemps en disant « Je pense que je vais être mieux outillé maintenant la prochaine fois qu'une glissade comme celle-là va se pressentir, va être dans l'air. Je vais être mieux placé pour la voir venir, puis redresser la barque au bon moment, empêcher qu'on s'empêtre un peu dans nos filets aussi longtemps que ça. Alors, pour l'instant, comme tu dis, ça semble être le cas parce que avant la belle prestation de dimanche après-midi contre les Panthers, le Canadien avait pas... Ça avait été difficile contre les Hurricanes, mais on avait réussi à battre l'échec avant, soutenu des Canes quand même assez souvent. Là. C'était loin d'être idéal, mais on voyait des signes qui pointaient dans la bonne direction. Alors, est-ce que Saint-Louis, maintenant, est plus à l'aise? Disons que cette semaine-ci va être assez importante. Moi, j'ai trahi peut-être pas mon opinion, là, mais mon intuition. Je pense que... ça nous ferait un printemps différent, hein, disons ça comme ça. Un printemps inattendu, certainement. Absolument. Puis ça, il faudra insister un jour là-dessus. Là, peu importe le dénouement de cette saison, là, ça aura été un printemps inattendu. Mais ce que Alex mentionnait tantôt sur le fait que on dirait que personne veut participer à ces séries-là. Le Canadien a une saison étonnante, mais cette saison-là est étonnante parce qu'il y a des circonstances exceptionnelles autour de la Ligue. Là, quand est-ce qu'on a vu 5 équipes impliquées dans une course aux séries avoir des séquences dans le dernier droit de 3 victoires en 12 matchs? Ça arrive, quand il y a une course aux séries, il y a toujours une équipe qui subit ça puis qui disparaît dans le décor. Mais là, toutes les équipes ont vécu ça. 5 équipes simultanément, c'est hautement improbable. Mais ça fait un peu 2 années de suite. Là.
C'était un peu comme ça la saison passée aussi. Mais on en parlait la semaine passée. C'était peut-être pas aussi flagrant. Je me rappelle, il y a 2 ou 3 ans, où il y avait eu une coupure immense entre la dernière équipe qualifiée et la première. Toutes les équipes avaient 100 points. Washington était la 8e, je pense, et elles avaient toutes 100 points. Et il me semble que la suivante en avait comme 80. Oui. Donc, c'était immense. Puis c'était un des arguments de Gary Bettman, entre autres, quand on lui disait, ben là, il faut, là où tu rejoins M. Bettman d'ailleurs, c'est-à-dire que tu veux pas que le portrait des séries soit plus large et ouvert à plus d'équipes. Là. C'était un des arguments de Gary Bettman pour dire, voyez de quoi on aurait de l'air si on permettait aux équipes 9 et 10 de jouer une ronde qualificative. Ouais. Une ronde qualificative. Elles ont 20 points de moins. Et puis cette année-là, effectivement, ça lui donnait le beau rôle. Vraiment pas toujours comme ça que ça se produit. Mais c'est vrai que depuis la pandémie, il y a eu quand même un peu cet écart de richesse là, qui s'est accentué. La saison dernière, il y a les Red Wings qui ont raté les séries par le bris d'égalité. Ouais. Il y a les Flyers. Je pense qu'ils ont qualifié à 91 points l'année dernière. Je pense que les Flyers ont perdu quelque chose, ont gagné 3 de leurs 16 derniers matchs la saison dernière. Là, ils étaient positionnés, puis finalement, ça s'est envolé. Mais c'est ça. C'est une saison très particulière. Si une équipe se qualifie avec 86 points, ça ne sera jamais arrivé depuis l'ère du plafond salarial. Non, c'est ça. Ça prend. L'année dernière, c'était 91. Il y a 2 ans, c'est 92. C'est généralement ça là, que ça prend, environ autour de 92 points. C'est il y a 3 ans, la fameuse. Washington avait 100 points, puis les Islanders en avaient 84. Et Washington était 8e, le dernier qualifié. Et Islanders était 9e à 84. Il y avait 16 points d'écart entre la 8e et la 9e place. Dans l'histoire du plafond salarial, il y a le Wild du Minnesota en 2016-2017 avec 87 points. Le Canadien et les Flyers en 2010 avec 88 points. Ouais. Et les 2 équipes s'étaient retrouvées en finale de conférence. Vous souvenez-vous? Oui, c'était le printemps à Lac. Ouais. Et les Flyers avec 88 points. Les Flyers, cette année-là, si ma mémoire est bonne, s'étaient qualifiés à leur dernier match en tir de barrage contre les Rangers de New York. Ça se peut, je m'en souviens pas. Et je pense que c'est Peter Laviolette qui dirigeait les Flyers. Et l'entraînement, la veille du dernier match de saison, Peter Laviolette avait dit à ses meilleurs marqueurs, aujourd'hui, vous allez pratiquer les tirs de barrage. Parce que ça se peut que notre saison se joue en tir de barrage. Fait que vous allez travailler chacun, là, vous allez travailler aujourd'hui votre meilleure feinte, parce que demain, on va peut-être avoir besoin de ça pour se qualifier en série. Et ils se sont qualifiés. Comme ça, ils se sont rendus en finale de la Coupe Stanley. C'est quand même incroyable. Et ils perdaient 3-0 au 2e tour contre les Bruins. Contre les Bruins, ça fait remonter ça. Et 3-0 dans le 7e match aussi. Tu peux pas être plus survivant que ça. Non, autres, avec Michael Layton devant le filet. Et là. On s'en souviendra. C'est spectaculaire. Mais la dernière fois que le Canadien a participé à une course aux séries comme celle-là, dans un contexte normal, c'était en 2018-2019. Là aussi, ils avaient été surprenants. Et ils avaient raté le coche avec 96 points, 44 victoires. Donc, on est loin du compte. Là. Alors oui, ce sera une saison inattendue. En tous les cas, ce sera un pas dans la bonne direction. Ils ont déjà un point de plus que l'année dernière. Alors, c'est sûr qu'il y a eu une progression cette année. Là, on l'a vu sur la glace, puis statistiquement, c'est confirmé. Mais avec les résultats qu'ils ont obtenus jusqu'à présent, ils ne devraient pas être dans une course aux séries. Tant mieux s'ils le sont. Et j'ajouterais que cette trajectoire-là qu'on décrit là, en montagne russe, ça m'apparaît normal pour une équipe de cet âge-là, entre guillemets. Je ne sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose là de pas rassurant, mais ça tombe sous le sens, non? Oui, je suis assez d'accord. La chose la plus difficile à acquérir dans la Ligue nationale, c'est la constance. C'est ça. Si tu es la 2e équipe la plus jeune de la Ligue, normalement, tu devrais avoir des problèmes de constance. Oui, puis tu sais, l'année prochaine, on verra qu'est-ce qu'ils vont faire cet été, mais ça ne veut pas dire que le Canadien va être considérablement amélioré et qu'il connaîtra une meilleure saison que cette année. Si cette année, il finit avec 85 points, il va peut-être finir avec 85 points l'année prochaine aussi, puis il ne sera pas plus en séries éliminatoires. Donc, il y a des étapes, mais là où c'est quand même rassurant dans le processus de reconstruction, c'est que ça fait 4 ans maintenant, c'est la 4e saison. Ça fait pas si longtemps que ça, un moment, mais c'est pas une éternité non plus. Et il ne semble pas... la haine de la défaite existe dans ce vestiaire-là. Il y a pas... je pense pas qu'on a pris trop de mauvais plis, comme ça peut arriver quand tu t'enlises dans une reconstruction qui en finit plus. On connaît les exemples. Donc ça, c'est probablement ce qu'il y a de plus rassurant jusqu'à présent dans cette saison-ci. Un petit truc sur les 9 matchs qui s'en viennent. Tu l'as dit, Alex, il y a 2 séries de dos à dos. Oui.
C'est une question que Martin t'avait soulevée il y a 2 semaines, peut-être, l'utilisation de Samuel Montembeault. Est-ce que là, c'est ça, c'est pas plus simple, là, ou enfin, c'est pas. Il n'y a pas de réponse. Je ne sais pas jusqu'à quel point Dobèche a été Moi, j'ai rassurant. Aucun problème à faire jouer Dobèche. OK. Malgré le fait que ça a été moins concluant les derniers. Sa fiche est pas reluisante. Pas récemment. Là. Récemment, mais il y a des circonstances. Juste une petite seconde, je vais sortir son palmarès. Aucun stress. Prends ton temps, Martin. Aucun stress. Les gens. Ils ont juste ça à faire. Oui, exact. Mais ils sont au feu rouge. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en joguant. Là. D'ailleurs, soyez prudents. Au feu rouge aussi, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors, Dobèche, si on regarde, à Calgary, il a perdu un match 1-0 le 8 mars. Le 12 mars, défaite de 5-4 en temps supplémentaire contre Seattle, où le Canadien n'avait pas très bien joué. Oui, il avait donné 1 ou 2 mauvais buts ce jour-là. Oui, et c'était assez rare dans son cas. Et il a été le gardien des matchs à Saint-Louis et Philadelphie où le Canadien ne s'est absolument pas présenté. Le dernier match à Philadelphie qui était épouvantable, honnêtement, je ne vois pas ce qu'on pouvait reprocher à Dobèche. Là. Il y a eu, en première période, 2 buts marqués par des gars qui tiraient à bout portant de l'enclave. Il a été laissé à lui-même. Puis il a très peu gardé les filets Dobèche après la pause des 4 nations. Donc, avant la pause des 4 nations, on s'entend que le Canadien n'allait pas très, très bien. Là. On s'entend. L'équipe ne jouait pas bien devant lui et Montembeault n'avait pas une bonne fiche non plus. Mais moi, écoute, honnêtement, j'avais pas grand-chose à lui reprocher dans les derniers matchs. Parce que je me rappelle très bien que quand on a... Ça fait quoi, 2 semaines non, que cette idée-là planait dans notre studio, à savoir que ce ne serait pas une mauvaise idée de ménager Montembeault. C'est pas tant ça qui est arrivé. Là. On a pas mal envoyé Montembeault plus souvent qu'autrement. Depuis la pause des 4 nations, assurément. Ouais. On lui a donné une petite pause pendant le voyage. Là, quand il y a eu un dos à dos. Saint-Louis a sorti le crochet à Saint-Louis, justement, en troisième période, après le but qui a un peu comme traversé sa mitaine. Mais 10 minutes seulement, là, il avait quand même s'était taillé la part du lion dans ce match-là. Et puis, ça faisait 2 semaines qu'il n'avait pas joué Dobèche. Exact. Puis là, il s'est ramassé dans le match à Philadelphie où le Canadien a vraiment faire une performance pathétique. C'est sûr qu'il va falloir lui donner un peu de temps, mais moi, j'ai l'impression qu'il va jouer 2 matchs d'ici la fin de l'année Dobèche, puis que ça va être... Dans les séquences ces séquences de 2. Oui, exactement. Il y a des gens qui spéculent sur savoir est-ce que Fowler devrait disputer un match avec les Canadiens d'ici la fin de la saison. Est-ce que je cherche, il n'est pas sous contrat? Là? En ce moment même. Peut-être que vous le savez. Tu peux pas insérer un gardien qui sort de l'université comme ça quand tu es dans une course aux séries. Là, moi, je trouve que c'est un motif de... Si tu insères un gardien de l'université dans une course aux séries comme ça, dans les rounds 11 et 12, le gars se fait traverser et que tu me rates les séries par 2 points, c'est un motif de renvoi d'un congédiement. Parce qu'on est habitué aux fins de saison, tu sais, des dernières années à Montréal, on est habitué aux fins de saison de... Insignifiantes. C'est ça. Alors, tout ce qu'il y a, ce qu'on a, c'est de faire jouer le Charlie gars Lindgren ou c'est pas obligé d'être un gardien, là, Sean Farrell, n'importe qui, là, tu sais, nommez-le. Mais là, c'est les choses, ce sont les choses sérieuses. C'est pas le temps de donner des cadeaux. Là. Non, il pourrait lui offrir un contrat de la Ligue américaine ou il pourrait... c'est parce que là, on parle de brûler une année de contrat et tout, mais je pense qu'on n'est plus là-dedans. Là, on n'est pas dans la gestion de... Mais là, il n'y a pas juste besoin de signer le contrat pour que l'année soit brûlée. Il est obligé de jouer. Faut qu'il joue. Faut qu'il joue un match. Tu peux pas l'asseoir sur le banc? Parce que c'est sûr que ça va être un argument. C'est très, très rare. C'est très rare les espoirs de haut niveau de la NCAA à qui on n'offre pas la possibilité de brûler la première année de contrat. Là. C'est devenu un peu un passage obligé. Là. On voit de plus en plus ça, certainement. Mais je pensais pas qu'il était obligé de Le Canadien l'a fait beaucoup. Oui, il faut qu'il joue, je suis pas mal certain. Là. Cette semaine, Mais dans le cas des gardiens, par contre, est-ce que juste être assis au bout du banc est suffisant? Non, je pense qu'il faut que tu sois utilisé. On laisse ça, là, on laisse ça en suspens. Revenir là-dessus. J'ai un collègue cette semaine, Anthony Desaulniers, qui disait
qui prétendait que le joueur n'avait pas besoin de jouer, mais je ne suis pas convaincu de ça. Je pense qu'il n'a pas brûlé le contrat. Tu compris, Anthony, là, on n'est pas convaincu. Non, mais... Non, mais c'est il est très bon, Anthony. Oui, je sais. C'est pour ça que je me permets. Sinon, un gars avec une moins bonne réputation, je me serais gardé une petite gêne. Donc, OK, ben on garde... tu sais ça, et comme je vous dis, vous êtes probablement en train de nous écouter et on a annoncé là, la signature de Fowler. Tu vois, je lis notre collègue Marc-Antoine Godin. Là. Ouais, lui, il est pas très fiable. Es-tu crédible? Lui, il a une certaine crédibilité quand même. Il dit qu'il a juste besoin de signer son entente. OK, ben écoute, s'il fait juste la signer, il la signe. Mais... Ah oui, Jacob. C'est pas le temps de lui dire va donc entre les poteaux pour le plaisir. Non, juste pour te donner une idée. En tous les cas, non, c'est ça. Ce serait pas lui rendre service, ni à lui, ni à l'équipe. Il était nouveau pour nous autres cette année, tu sais. Mais tu le regardes toute l'année, pas juste dans les games, dans les pratiques. T'sais. Je pense qu'il surprend personne sur notre banc, dans notre organisation. C'est un gars très combatif. C'est un gars qui est équipe en premier. Il donne tout, puis écoute, il donne du bon hockey. Alors, Martin Saint-Louis, à propos du vrai enfant prodige, je me suis amusé avec ça toute la saison. C'était important de dire que Lane Hutson était bon, je l'ai dit tantôt, mais est-ce qu'il y a une notion de... c'est ça, je cabotine parce que il y a une notion de... ne pas en revenir. Puis évidemment, on n'en a pas parlé pour vrai à chaque épisode. On aurait peut-être dû. Mais ce qui fait à chaque semaine, il se passe de quoi, là? À chaque semaine, c'est une nouvelle marque qui tombe, c'est un nouveau palier. Et tu as écrit un truc, puis ça va nous permettre d'élargir aussi sur les autres, mais tu as écrit un truc dans tes notes, Martin, à savoir que le noyau, là, les joueurs importants de cette équipe-là, les jeunes, c'est tous des joueurs qui ont été capables de tirer leur équipe avant d'accéder à la LNH. Ouais. C'est le cas d'Hudson. Puis... C'est un talent, ça. Je pense que c'est un talent. C'est d'être capable d'élever son jeu dans les moments importants. Ce ne sont pas tous les athlètes qui sont capables de faire ça. Et je pense que c'est une qualité pas innée. Je pense que c'est une qualité qui peut être apprise jusqu'à un certain point et qu'il faut... faire attention quand on développe un joueur, de penser à ça, de penser à lui permettre de développer cette qualité-là. Puis en regardant Ali Suzuki, j'ai juste eu cette pensée-là au cours des dernières semaines, c'est que je reviens toujours à ce fameux camp d'entraînement de 2018, quand Nick Suzuki est renvoyé dans les rangs juniors, puis que Kotkaniemi reste à Montréal avec l'équipe de la Ligue nationale, puis joue un rôle effacé, est protégé par l'entraîneur, et que pendant ce temps-là, Suzuki, qui avait été renvoyé très rapidement, assume un rôle de leader avec son équipe junior, participe au championnat mondial junior, transporte son équipe en séries éliminatoires, joue 30 minutes et plus par match, 42 points en 24 matchs, si ma mémoire est bonne, dans les séries de la OHL, va au tournoi de la Coupe Memorial avec son équipe junior aussi, puis encore là, leadership. Et quand il se présente au camp la saison suivante, en 2019, il n'y a même plus photo entre lui et Kotkaniemi. C'est un joueur qui avait grandi. Et tu sais, 2 ans après ça, donc quand le Canadien a joué jusqu'en finale de la Coupe Stanley, Suzuki était le gars qui a eu le plus de points chez le Canadien en séries éliminatoires. Là. Et tu sais, c'est un joueur extrêmement talentueux, Nick Suzuki, mais je pense qu'il a été capable de faire ça dans la Ligue nationale 2 ans plus tard parce qu'il l'avait fait auparavant dans un autre contexte. Et tu regardes, c'est ça, Suzuki est capable de faire ça. Puis tu regardes ceux qui tirent la charrette chez le Canadien présentement, depuis la pause des 4 nations, là, ce sont tous des gars. Lane Hutson a été capable d'être un joueur dominant, d'être un grand animateur de l'attaque de son équipe universitaire avec des gars plus vieux que lui avant d'arriver chez le Canadien. Cole Caulfield a été capable de faire ça. Ce sont des gars qui sont parmi les meneurs de l'équipe offensivement. Slavkovski a été capable d'être le meilleur joueur de son équipe aux Jeux olympiques en jouant contre des hommes, puis d'être parmi les meilleurs marqueurs de son équipe au championnat mondial ou contre des hommes, encore une fois, avant le repêchage. Alors, c'est des gars qui ont eu la chance de vivre des circonstances où il fallait élever son jeu, qui ont été capables de le faire, puis d'être capables de le reproduire au plus haut niveau au monde. Je pense pas que tu puisses inventer ça comme ça de nulle part. Là. Puis c'est juste une réflexion sur le fait qu'on a tendance beaucoup, au Québec particulièrement, à faire graduer les jeunes hockeyeurs rapidement, avant même qu'ils commencent à dominer. Fait que tu joues midget 3 à 15 ans,
arrives dans la Ligue junior majeure à 16 ans où tu es sur un 4e trio puis tu joues sporadiquement, si tu es bon, tu es repêché, tu as peu ou pas eu le temps d'être vraiment dominant. Si tu es un très bon joueur, tu as été repêché haut, tu arrives dans la Ligue nationale, tu es encore assis au bout du banc puis tu regardes jouer ceux qui mènent. Mais pour apprendre à être un leader qui transporte l'équipe, il faut que tu l'aies. Je pense qu'il faut que tu l'aies vécu auparavant. Et le Canadien, je trouve, a été bon là-dessus. Puis juste l'exemple avec Emil Henneman aussi. La saison dernière, on avait eu la discussion avec Kent, Alex, qui disait on pense qu'il est capable de développer plus d'attaques. Si on le laisse dans la Ligue américaine une saison de plus, il va être. On veut pas tuer ça, ce feu offensif-là qu'on pense qu'il a en lui. Puis ça a été une saison de plus dans la Ligue américaine, mais wow, c'était un joueur transformé cette année avec le Canadien, puis il était important. Moi, c'est mon rêve. La journée où est-ce que les joueurs vont se développer tranquillement. Tu sais, c'est mon rêve. C'est ça, mon rêve. Comme les Red Wings de Détroit des années 2000, là où les gars macéraient jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans la Ligue américaine. Puis Hudson, ce qui est impressionnant dans son cas, c'est qu'il n'a jamais été aussi bon dans la saison depuis le retour de la pause. Ouais. C'est sûr que ça lui a fait un grand bien mentalement, j'imagine, mais je regardais ses chiffres sur Natural Stat Trick depuis ce temps-là. Il est parmi les meilleurs, c'est l'élite des défenseurs de la Ligue en ce moment, et pas juste pour produire de l'attaque, mais aussi pour prévenir l'attaque de l'adversaire. Et si c'était un reproche qu'on pouvait lui faire en début d'année, de parfois se faire piéger, commettre un peu trop d'erreurs, d'être un peu trop prompt à sauter à l'attaque, de vouloir tout diriger par lui-même, je pense que déjà, en quelques mois, il a appris à doser, il a appris à modérer, il a appris à gérer. Il n'y a pas une semaine où on ne voit pas l'évolution de son jeu. Exactement. Et puis ça se confirme avec les chiffres. Là. On parle depuis la pause des 4 nations. Hudson a été sur la glace pour 19 buts de son équipe à 5 contre 5 et pour 7 seulement de l'adversaire. C'est vraiment un des meilleurs ratios de la Ligue nationale. C'est à peu près à 60 % là, dans les buts pour. C'est 73 %, mais même dans les buts attendus, on est autour de 60 %, pour ceux qui connaissent cette statistique-là. Dans les chances de marquer, c'est aussi dans les 60 % en sa faveur quand il est sur la glace. Alors, ce sont toutes des catégories statistiques où il domine présentement, et ça démontre qu'au-delà du fait qu'il continue à amasser des points à un rythme historique, son jeu défensif est vraiment plus stable et vraiment plus impressionnant qu'en début de campagne, qu'en première moitié. Alors, sa progression est fulgurante, puis il vient un peu de changer la destinée de cette équipe-là. Là. Absolument. C'était un facteur. Je me souviens on en a parlé au mois de janvier. J'avais fait une chronique au mois de janvier, puis il était à 27, je pense, 0,8 % de participation sur les buts du Canadien. Il n'y avait aucun défenseur dans l'histoire du Canadien qui avait été au-dessus de 27 %. Là. Les meilleurs, c'est Chris Chelios à 25,34 % de participation sur les buts totaux du Canadien. Et Larry Robinson, à sa meilleure saison, 24,84 % Et je me souviens, quand j'avais écrit ce texte-là, je me disais, il reste 4 mois de saison là, à jouer. Ce seront les mois les plus difficiles. Dans le dernier droit, c'est là que c'est le plus difficile d'aller chercher des points. Il va être ramené vers là-bas. Ouais. Il est encore à 27 points. Il est à 27,07 %. Il est encore au-dessus de 27 %. Là, il est à 27 %. Oui, il est encore au-dessus de 27 %. C'est quand même... on parle de Larry Robinson puis de Chris Chelios. Là, c'est peut-être les 2 meilleurs défenseurs offensifs, ou presque, de l'histoire de l'équipe. Ce sont des monuments. Là, fait que c'est quand même très, très impressionnant. Ben là, il pourrait battre le record du nombre de passes pour un défenseur recru en une saison, donc à sa première saison. Il en a 54, il est 3e, Chelios 55 avec le Canadien. Mais dans l'histoire de la Ligue, le sommet, c'est Larry Murphy avec 60. 80-81, ça fait quand même... Ça fait plus de 40 ans, une autre époque. Donc, c'est à sa portée. Là. Il reste 9 matchs, puis faire 6 passes. À son rythme, il est capable. Il est capable, donc... C'est extrêmement impressionnant, mais c'est ça. On s'excuse, on l'a pas assez dit. Non, on l'a pas assez dit. Je pense qu'on en a parlé souvent. C'est de ma faute. Je prends le blanc. N'a-t-on pas baptisé un segment en son honneur comme il faut parler de Lane Hudson? Je sais pas trop. Il n'a pas toujours été respecté. Mais ça reste que, tu sais, quand tu bâtis une équipe et que tu reconstruis comme ça, tu espères à un moment donné frapper des coups de circuit avec des choix qui sont pas nécessairement les premiers de classe.
Si vous regardez le Lightning de Tampa Bay, Braden Point, 3e tour, Kucherov, 2e tour. Il y en a plusieurs comme ça. Cirelli aussi, c'est pas... il me semble que c'est pas un choix de premier tour. Et évidemment, ils ont frappé fort avec Edman, avec Stamkos et tout, mais plusieurs, Cirelli, 3e tour aussi, plusieurs coups de circuit comme ceux-là. Ça en prend. Je pense que dans le cas du Canadien, on en a un. Ça en est tout on a mis de l'autre bord de la clôture, puis assez loin. Et c'est ce que ça prend pour faire de toi une équipe éventuellement parmi les meilleures, parmi les prétendantes. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver avec le Canadien à court terme, mais ils ont clairement là un élément qui vient de changer un peu la trame narrative de cette équipe. Je ne sais pas si les recruteurs avaient un bâton en forme de torpille quand ils se sont présentés au bâton pour prendre l'élan sur Lane Hutson. Ça, c'est mon... ils l'ont frappé loin. Je te le dis, c'est mon ouverture vendredi. Okay. C'est mon chit-chat de vendredi, parce que Godin, il aime ça parler de baseball. Okay. Alors, tu seras en avance. Parce qu'ils ont un bat bizarre à cette heure au baseball. Alex, le savais-tu? Oui. C'est fait ici, en plus. Non. Ben, le B45, le manufacturier de bâton québécois en fabrique, mais je pense que c'est Louisville qui a commencé. Louisville Slugger qui a commencé. C'est pas Louisville, les dindes noires. Là. Non, OK. Pas cette municipalité-là. Quand tu cherches sur Google, tu as Louisville, les bâtons, Louisville, les dindes noires. C'est sûr. Tu peux choisir. Veux-tu que je le fasse comme ça, Louisville? Dindes noires, il ne sort pas tout de suite. Okay. Hey, juste un dernier truc avant qu'on parle de grosse business. Parce que dans tes joueurs que tu as identifiés, Martin, qui ont été capables de traîner leur équipe avant de faire la Ligue nationale de hockey, tu as mis le nom de Patrick Laine. Oui. Je veux juste être sûr, est-ce que c'est une coquille? Non. Puis le pire, c'est que je voulais en parler parce qu'on n'a pas été fin avec Patrick Laine. Puis tu vois, je recommence. Donc, c'est comme un mauvais pli. Mais on n'a pas été... Je parle moi, là. Moi, j'ai pas été fin. Non, Patrick Laine, son année de repêchage dans la Liga en Finlande, de mémoire, il a été le meilleur marqueur de son équipe en séries éliminatoires en jouant contre des hommes. Et il a pas mal fait quand il a joué en série à Winnipeg, si ma mémoire est bonne. Fait que ça, il est très impliqué dans les succès de l'équipe, malgré que ça paraît pas toujours à l'œil. Ben écoute, il est controversé l'aîné aux yeux de plusieurs partisans de l'équipe parce que il ne correspond pas au prototype de joueur parfait qui joue de façon impeccable dans les 3 zones puis qui se vide de chaque once d'énergie à chaque présence sur la patinoire. Mais avec Patrick Laine dans l'alignement cette saison, le Canadien joue pour 581, maintient le rythme d'une saison de 95 points. Et sans Patrick Laine, le Canadien joue pour 450 et joue au rythme d'une saison de 74 points. Fait que juste l'arme de son... Regarde, tenons compte de tous les buts qu'il a marqués en avantage numérique. Là. Faites la soustraction. Ça fait pas mal de buts en moins. L'avantage numérique, c'est ça, le pourcentage d'efficacité descend un peu. Fait qu'il y a, dans ce match-là en Floride, il a eu son mot à dire. Il a marqué un but en avantage numérique. Fait que c'est juste avec un élément dominant dans son jeu, avec son tir... absolument époustouflant. Il a changé la trajectoire du Canadien. C'est phénoménal. Là, il est 2e dans la Ligue pour les buts en avantage numérique. Avec 40 quelques matchs. Il a joué la moitié des matchs. C'est ça. Il y en a un de moins que Jake Guentzel à 16, qui lui a joué 72 matchs. Avec le Lightning. Draisaitl est à égalité avec lui, avec 15, sauf qu'il a joué 69 matchs, puis Laine 43. Et c'est Leon Draisaitl. C'est ça. C'est quoi donc? Ça te donne une bonne idée là, de à quel point ça a changé l'avantage numérique. Donc, je trouvais ça important de rendre à l'aîné ce qui appartient à l'aîné. Bon, c'est le 1er avril. On a établi tout à l'heure que c'est peut-être plus ce que c'était. Ou je ne sais pas. On a soulevé la question. Alors, on a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport qu'est-ce qui serait un bon, je paraphrase, là, qu'est-ce qui serait un bon poisson d'avril sportif
Non, j'en ai quelques-unes. François, oui, vas-y, Martin, t'en as une, Martin? Moi, mon tour de Poisson d'avril, je l'ai fait jouer à Lex la semaine dernière. J'ai payé un gars pour emboutir sa voiture par derrière. Ça, c'est un bon tour. C'est bon, hein? Tu t'y attendais attendais pas. Bidonne, Tu ris encore. Ah oui, une semaine plus tard, je la trouve drôle. Mais tu vois, c'est vraiment bien joué. C'est pas que tu disais parce que moi, me faire jouer un tour, ça me met sensiblement dans le même état que si je me faisais rentrer dedans en auto. Vas-y, continue, je m'excuse. Alors, François sur Facebook dit un club de la NBA à Montréal. Ça serait surveillez, peut-être que c'est arrivé aujourd'hui même. Sylvain, le retour de Carey Price. C'est pas pire. Maxime aussi a écrit ça sur Facebook. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, une petite... Benoît sur Facebook. Badaboum, maintenant nouvelle mascotte des sénateurs d'Ottawa. Il y a du travail dans celle-là. Oui. J'aime ça. Tu sais, ça parle, ça touche, ça appuie sur des boutons. Puis une petite dernière, tiens, puisqu'on est là, sur le Gram. Gary Bettman annonce une expansion de 4 équipes, incluant la ville de Québec. Ailleurs dans la LNH. OK. Parlant de Gary, j'étais surpris. Moi, d'abord, j'ai pas vu la nouvelle hier soir. Tu sais, des fois, je regarde une série télé avec ma blonde. Tu sais, je fais d'autres choses, des fois. Pas supposé. T'es pas vraiment dévoué à ton travail. C'est bon à rien. Je suis un bon à rien. Et je l'ai pas vu live ce matin. Donc, ce matin, je tombe là-dessus. La LNH et Sportsnet s'entendent pour une prolongation de contrat. Moi, je m'attendais à un truc, là. Je pensais qu'on allait en parler tout l'été, un truc épique, mon vieux. On allait inventer des médias qui étaient dans la course. Non, c'est la même affaire, plus d'argent. C'est la même. Non, mais c'est-à-dire, peut-être que les tractations épiques s'en viennent maintenant, mais grosso modo, Sportsnet qui sécurise ses droits. Cela dit, on n'a pas c'est sorti sur Sportico, c'est pas officiel. Je devrais utiliser le conditionnel davantage. Mais ça a été repris par plein de médias qui disent l'avoir confirmé auprès d'autres. OK. Mais ça n'a pas été Mais c'est pas la Ligue nationale non, ou Sportsnet qui l'a annoncé officiellement. Ouais. Donc, ce qu'on sait, c'est que c'est 12 ans, 7,7 milliards américains. 11 milliards canadiens. C'est aujourd'hui, selon le taux de change du jour. Sortez vos... Et donc, là, c'est ça. Ce qu'on ne sait pas, c'est... si ce sera remorcelé, on pense que oui. Bref, et les droits francophones aussi, on n'en sait rien. La dernière fois, TVA Sport avait racheté les droits nationaux, parce que c'est ça, il s'agit des droits nationaux qui ont beaucoup de valeur au Canada anglais, parce que vous avez 6 équipes. Au Québec, c'est pas la même affaire. Là. Il y en a juste une. Puis on dira ce qu'on voudra de TVA Sport. Ils n'ont pas été chanceux sur ce contrat-là. Ils avaient misé beaucoup. Puis quoi, le Canadien a fait les séries normalement... 2015, 2017. Ah, non, c'est 2 fois. Sur 12 ans, là. Puis les 2 années pandémiques. C'est tout, puis les 2 années pandémiques. On s'entend que les années pandémiques, ça n'a pas dû être aussi rentable. Enfin, ça n'a pas dû être aussi intéressant financièrement que ça l'aurait été dans un contexte normal. Mm-hmm. Écoute, les droits nationaux, je pense que la valeur des droits nationaux au Québec ou dans le marché francophone n'a aucune commune mesure avec la valeur des droits nationaux sur la scène nationale. Quand Sportsnet détient les droits nationaux, ça lui donne le droit de diffuser le samedi soir les matchs des Maple Leafs, des Sénateurs, du Canadien. Oui, mais dans la case de 19h. Et dans la case après ça, quand on arrive plus tard à 22h, il y a un match de l'Ouest, on occupe la programmation pendant énormément d'heures. Il y a toujours des marchés importants qui regardent ça. Quand tu détiens les droits nationaux francophones, les gens sont intéressés aux Canadiens, disons les choses comme elles sont, là, sont intéressés aux Canadiens. Puis c'est presque anecdotique, là, ceux qui s'intéressent aux autres équipes. Fait que quand tu achètes les droits nationaux francophone pour la Ligue nationale, tu as 22 matchs du Canadien seulement, puis les séries éliminatoires. Il faut que le Canadien fasse les séries. Si le Canadien est dans une bonne période, c'est plus payant, mettons. Ça peut être bon. Là, tu peux aller, s'ils vont très loin... ça peut pendant plusieurs années, mettons. C'est ça. Ça peut te donner une 40aine de matchs ou une 30aine de matchs par saison. Puis dans la période, les séries... c'est la période la plus lucrative de la saison pour les ventes de publicité et tout ça. Mais
Écoute, moi, je pense qu'ils vont devoir, pour que ce soit attirant, que ce soit alléchant, je pense que Rogers, quand ils vont morceler ça et qu'ils vont vendre les droits francophones, il va falloir qu'ils le séparent différemment. Si TVA Sport et RDS sont encore sur les rangs, peut-être séparés en deux les droits nationaux, puis vous allez en avoir chacun la moitié, puis chacun la moitié des matchs du Canadien, tant en série qu'en saison, puis avoir la moitié des matchs de la Ligue nationale en saison, pour que... Parce que là, écoute, TVA jamais va... Je peux pas imaginer que Québécois va reposer sa candidature pour payer 2 fois plus, alors qu'ils ont perdu 242 millions depuis 2013 là, avec les droits nationaux tels qu'ils sont. C'est pas si pire, c'est juste 20 millions par année, Martin. Ça a plongé la compagnie au complet. Ça a annihilé toute la rentabilité du groupe TVA. Ils ont été obligés de fermer leur siège social juste derrière nous. Là, si vous êtes sur YouTube, là, c'est juste là. Ils ont été obligés de fermer leur siège social sur la rue de Maisonneuve pour aménager dans les anciens locaux du Journal de Montréal et tout ça. Donc, ça a été extrêmement nocif pour Québécois d'avoir ces droits-là. Donc, il faut soit les séparer différemment, et si ça reste pareil, je ne vois pas qui, dans l'écosystème médiatique... les reins assez solides. Les reins assez solides. Parce que même RDS, depuis 2 ans maintenant, perdent de l'argent, ce qui n'était pas le cas avant. Exactement. Tu sais, Bell, qui possède RDS, est endetté par-dessus les oreilles. Là. Ils ont 38 milliards de dettes. Ils ne vont pas acheter une propriété en se disant on va perdre 250 millions avec ça. Il y a personne qui va vouloir faire ça. Et déjà, en 2013, je me souviens, Jerry Frappier, qui était président de RDS, avait dit nous, on avait le droit de premier... refus sur les droits nationaux francophones, et au prix que c'était, on jugeait que c'était un suicide financier. Il n'était pas question qu'on fasse l'acquisition de ça. Et l'avenir lui a donné raison. Là, ce qu'on a vu au cours des 11-12 dernières années, ça a été un gouffre financier ça n'a pas été profitable. Incroyable pour TVA. Donc, qui dans l'écosystème francophone va être intéressé? Guy la liberté, c'est toujours ça la réponse. Là. Guy la liberté, oui. puis Les Desmarais. Les Desmarais, puis Mitch Garber. Mitch. Mais Mitch est impliqué avec Seattle. Justement, là, il y a déjà... les plateformes de diffusion en ligne, peut-être, il va peut-être falloir se tourner vers ça, mais... C'est sûr que ça ne peut pas être rentable pour des conglomérats médiatiques traditionnels. Au double du prix. Parce du prix, exact. J'imagine que si Rogers paie 11 milliards plutôt que 5,2 milliards il y a 11 ans, 12 ans, quand ils vont se virer de bord pour vendre les droits francophones, ça va être aussi le double du prix. Là, ils ne vont pas dire vous avez perdu de l'argent, on va vous les vendre moins cher. Mais tu sais, quel effet inflationniste ce contrat-là va avoir sur les droits régionaux du Canadien aussi. Ça va être la même chose. Ça va être la même affaire. Ouais. Parce que déjà, RDS avait payé une fortune. Tu disais, Martin, Jerry Frappier avait dit on va pas payer pour les droits nationaux. Ce prix-là, ça n'a aucun sens, mais ils ont payé une fortune pour obtenir... Ça ressemblait à ça. Le double, ça passait comme de 40 millions à 80 millions. Par année. Ils payaient 40 millions pour avoir tous les matchs du Canadien plus les séries éliminatoires. Et c'est passé du jour au lendemain à 80 millions pour avoir 60 matchs. Mais bon, tu as la majeure partie de la saison, c'est important. Le mardi. Exactement. Tous les jours sauf les samedis, généralement. Oui. Et puis, à part, mettons, le match d'ouverture, le local, des trucs comme ça. Le match des étoiles. Oui, tous les événements de la Ligue, c'est TVA. Là, donc, le repêchage, la classique hivernale, ces affaires-là. Mais ça attire pas, c'est en commune mesure avec le Canadien en série, par exemple, ou le Canadien tout court. Mais quel effet ça va avoir sur les droits régionaux du CH qui vont être à renégocier aussi? Ça risque d'avoir le même effet inflationniste. Puis encore là, est-ce que RDS va vouloir se commettre à telle hauteur? C'est difficile de le croire, honnêtement. Quand ton entreprise perd 22 millions... par année, et que les coûts doublent, tu sais, c'est l'essentiel de la programmation d'RDS, là, les coûts doublent, tu perds 100 000 abonnés par année parce qu'il y a un phénomène de cord cutting, là, de débranchement. Écoute, on dirait que c'est un chemin sans issue. Là. Rogers s'est bien maintenu financièrement durant ce contrat-là. Là. Ils ont maintenu les profits avant impôt autour de 87-88 millions par année de façon constante. Mais au Québec, ça n'a pas du tout tourné de cette façon-là. À suivre.
Ça risque... Mais là, il va y avoir du hockey en français, là. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ça? Non, il ne faut pas s'inquiéter de ça. Le Canadien est l'équipe qui a les droits régionaux les plus lucratifs dans la Ligue nationale, si ma mémoire est bonne. En partant, ils ont deux langues. Ils diffusent en 2 langues, mais ça, c'est bon, ça. Ils vont trouver une façon de monétiser ça. Puis si le marché n'est pas capable de répondre à leurs attentes, je ne sais pas s'ils ne vont pas faire comme... Je spécule totalement, là, mais il y a des équipes du baseball majeur qui font leur propre diffusion. Qui font en streaming, là, qui diffusent en ligne leurs matchs et qui assument les... Bon, une autre affaire qui va coûter de l'argent. Il y a beaucoup d'équipes qui font ça dans des ligues plus mineures aussi, dans la Ligue américaine ou ailleurs. Là. Bref, rassurez-vous, on va en reparler. Non, mais je t'inquiète tout à l'heure, mais c'est loin d'être... régler tout ça. Normalement, j'imagine que dans pas trop longtemps, on va savoir ce qui arrive avec les droits nationaux francophones. Puis s'il n'y a pas de... Si dans quelques semaines, d'ici quelques semaines, il n'y a pas d'annonce de ce côté-là, c'est parce que j'imagine qu'on va être en train d'essayer de reformuler ça différemment là, pour... on nous annonce que Radio-Canada s'est porté acquéreur des droits régionaux du Canadien, toi. C'est un poisson d'avril! Ah! C'est bon! Je nous voyais déjà faire le balado avec nos vestons bleus le soir du hockey. Il n'y a rien qui t'empêche. Ouais, ça, on peut le faire. On en a des vestons bleus. Il y en a un veston bleu. Je pense qu'il te ferait, Alex. Ah oui? Martin et moi, on est trop costauds. Vous êtes des colosses. On est des colosses. Voilà! Moi, j'ai mon hoodie de la soirée du hockey. Même il me fait putain, là, lui, c'est ça. Ce serait peut-être plus moderne si on était en hoodie. Oui, je pense que oui. Je pense que les prochains... quand la soirée du hockey renaîtra de ses cendres, ça va être en hoodie. C'est mon impression. Souhait aussi. C'est mon rêve. On sera peut-être plus là, par exemple. Non, il y a des bonnes chances. OK. Alexandre Gascon. C'est moi. Grosse semaine? Oui, bonne semaine. Parfait. Tu es notre journaliste affecté au Foutu Magazine Une voiture. Entre autres. D'ailleurs, si vous êtes allé... C'est la minute Marketplace. C'est pas drôle. Du balado. Non, mais j'ai lancé un appel à notre auditoire, là, si jamais ils ont... Oui, contactez-moi. Et moi, je cherche un lit superposé pour la chasse. Excusez. J'ai comme... Bon, donc, bonne chance. OK, bonne chance avec ça. Tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. C'est un grand bonheur de l'être. As-tu besoin de quelque chose? Là? Cherches-tu... non, tout est beau. Pas besoin de lancer d'appel au public? OK. Je suis vraiment gâté. As-tu essayé le torpille? Non, on en parle de ça. Vendredi. Un gros merci à Jacques-Alexis Bernardin à la production de cet épisode. Je m'appelle Alexandre Coupal. N'oubliez pas, c'est le match le plus important de l'histoire ce soir et ce sera comme ça jusqu'à la fin de l'année. Bonne semaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.